le fauteuil noir, le fauteuil noir, studio. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Studio OG, le fauteuil noir. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir le directeur marketing d'IWD, Guillaume Donon. Donc Guillaume, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Olivier, oui je peux me présenter, donc je m'appelle Guillaume Donon, je suis directeur marketing chez IWD Retail Software qui est basé à Paris. Je suis marié avec 3 enfants magnifiques et je suis aussi intervenant en université, principalement en stratégie marketing. Parfait, c'est vaste. Est-ce que tu peux préciser un peu plus ce que fait IWD ? Ouais, alors IWD c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans le retail, dans tout ce qui est commerce de détail. Donc en fait, on va fournir un logiciel qui va permettre aux marques premium de faciliter l'implantation, on va dire, de leurs produits dans tous leurs magasins, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Donc on va vraiment faciliter le travail des personnes qui sont dans les sièges sociaux ou aussi sur le terrain pour appliquer les directives de merchandising. Et bah... peut-être que je la fasse. Non, c'est très bien. Non, c'est très bien. C'est, en fait, c'est un domaine qui est quand même très, très spécifique et très particulier et je sais que ça va être hyper intéressant. Comment tu t'es orienté dans la communication et le marketing comment t'en es arrivé là à ton âge avancé ? Comment j'en suis arrivé là ? Juste pour précision, on a 2 jours de décalage et je suis ton aîné. Donc, c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça que je le précise. Comment j'en suis arrivé là ? On va dire que c'est une succession d'opportunités. J'ai commencé en grande distribution avec un magasin qui est en local qui s'appelle Leclerc Saint-Paroter avec Monsieur Lehen, qui m'a laissé beaucoup de chance, qui m'a appris beaucoup de choses. Ensuite, on va dire que les opportunités se sont créées petit à petit et je suis, on va dire, de manière intrinsèque assez attiré par tout ce qui est marché, acquisition, visibilité. Donc la communication fait partie, on va dire, du marketing. On va dire que c'est 2 domaines qui interagissent et c'est un vaste terrain de jeu. Et quand tu as un vaste terrain de jeu et que tu peux jouer un peu avec le marché, c'est quelque chose qui m'attire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis spécialisé plus particulièrement sur le marketing B2B. Parfait. Et c'était quoi ta formation de base ? Ma formation de base, j'ai commencé à l'IUT en faisant technique de commercialisation. Ok. Meilleur des départements. Des années plus tard. Ça, c'est ta vision. C'est ma vision, c'est exactement, ouais. C'est celle qu'on nous transmet, en tout cas. Et après quelques années plus tard, je me suis spécialisé en passant à un master en stratégie commerciale et marketing. Et après, j'ai fait des formations d'appoint sur tout ce qui est éditeur de logiciels dans le SaaS, etc. Okay. On va dire que c'est une formation, généralement, quand tu es dans le domaine du marketing et de la communication, il faut que tu saches aussi te recycler de manière permanente pour être au fait des actualités et des technologies. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est exactement pareil dans le milieu de l'audiovisuel. En fait, tous les domaines liés à la communication, si tu n'évolues pas avec le temps, tu finis par être obsolète. Et donc, je te rejoins. Dans ton activité, comment tu positionnes la production de contenu images et vidéo ? On en revient au sujet principal qui est l'audiovisuel. Au sujet principal, je suis là. De par la nature de notre métier, on va dire chez IWD, donc on a un éditeur SaaS et on travaille pour des marques premium. Donc la stratégie de contenu pour nous, elle est vraiment très importante. Pour y répondre à cette question-là, je veux dire déjà au niveau, moi en tant que directeur marketing, on va dire que la stratégie de contenu, c'est 40% de mon budget, de mes ressources qui passent dedans. Ok, de tout le contenu, y compris création web. C'est énorme. Donc après, ça dépend du billet de départ qu'on parle, mais en tout cas, c'est énorme parce que dans la stratégie, il y a la stratégie de contenu et la stratégie de diffusion. C'est 2 choses qu'il ne faut pas oublier. Mais en tout cas, pour nous, c'est un élément convertisseur qui est très important. Donc, on a même embauché un motion designer. On a internalisé justement pour la production de contenu vidéo, qui est sous la direction d'une Head of Communication qui s'appelle Caroline. Elle, son boulot, justement, ça va être d'écrire les scripts, de garantir la qualité d'image, quel type d'image on va utiliser, etc. Parce que quand tu bosses avec des marques premium telles que LVMH, Estée Lauder, etc., Hermès, beaucoup de marques, tu te dois d'avoir une qualité d'image très importante. Surtout que ton job, ça va être de dire que en plus, l'expérience client en magasin est très importante.
Donc, tu te dois aussi de montrer l'exemple au travers de ce que tu vas produire. Et c'est beaucoup plus convertisseur. Par rapport à ta propre entreprise, ou tu peux être amené à faire produire des choses pour tes clients? Justement, c'est un service qu'on peut faire. C'est des choses qu'on nous a demandé parce que dans notre logiciel, on va dire qu'on arrive à produire des directives, on va dire des implantations, des simulations en 2D et en 3D. Et nos clients, quelquefois, eux, pour vendre le projet en interne, parce qu'ils ont différents marchés au niveau national ou international, ils vont vendre aussi le projet, le logiciel, à leurs collègues qui sont autre part. Donc, quelquefois, ils vont nous dire, est-ce que vous pouvez nous aider à produire des images, des simulations en 3D de magasins et pour étendre le projet à l'international. Donc, dans ce cadre-là, on peut être amené à produire des images pour nos clients. Et donc, dans votre stratégie sur vos propres besoins, vous êtes surtout orienté sur du motion design, ou vous êtes aussi amené à produire des vidéos type interview ou autre, ou même des photos? Ça dépend de notre stratégie. Il y a deux choses. C'est que mon métier à moi, avec les équipes, ça va être de travailler sur la stratégie de visibilité et d'acquisition. Donc, on va dire, ça dépend. Tu vois, la production de contenu va dépendre, en fait, de ta stratégie. C'est-à-dire que c'est toujours une grande discussion. Tu es d'accord avec moi? On met toujours des statistiques. Bien sûr. Celui qui ne produit pas de vidéo, il ne va pas convertir. Ou la vidéo est accélérateur de conversion, etc. Il faut travailler des belles images. Ça, c'était ma question suivante. Non, mais je rebondis volontairement bien sûr. Parce que tu as beaucoup de stats dessus. Et moi, je dis, il faut que tu aies une stratégie et savoir où tu vas. C'est-à-dire que nous, est-ce qu'on produit plus d'images ou de vidéos? Ça va être suivant tout objectif. Par exemple, on a différentes phases. Si c'est pour attirer l'œil d'une personne, aujourd'hui, on est beaucoup dans le contenu. Tout le monde est beaucoup, on va dire, disrupté par le contenu, dans les fils d'actualité, dans tout ce qui... Quelquefois, une bonne image fait le job. Donc, que ce soit une belle image avec un texte d'accroche. Donc, il faut qu'elle soit super travaillée, il faut qu'elle soit claire et nette. Ça peut être une phase 1. Une phase 2, ça va être de produire de la vidéo, des témoignages. Donc, nous, ce qui va convertir le plus chez nous, ce sur quoi on en a vraiment besoin, c'est des témoignages et du feedback client. Ça, c'est les deux choses sur lesquelles on a vraiment besoin. Donc, on va dire que dans l'ordre, on va avoir ce qu'on aime, si c'est ta question, c'est faire de l'interview client. Ouais, c'est ma question. non, c'est ma question. C'est faire de l'interview client en vidéo. C'est faire ensuite des motion design pour faire des mises en situation, des cas d'utilisation. Donc, ça peut être des gens en interne qu'on va filmer, qu'on va mettre en situation et que Joao, donc du coup, notre motion designer, va retravailler. Et ensuite, ça va être produire des images. Mais généralement, la production d'images, on va utiliser des logiciels assez génériques tels que Canva, etc. Ou des banques de données. Et c'est surtout l'accroche, la caption qu'on va travailler, donc la phrase d'accroche qui va accompagner cette image qui va être très importante. Ok. Donc ça, c'est logique. Quels sont les éléments clés que tu recherches dans une photographie ou une vidéo destinée à promouvoir IWD auprès des grandes marques? Donc ça, tu m'as déjà plus ou moins répondu via cette notion d'interview. Alors après, qu'est-ce que tu veux savoir à mon niveau, en fait, ce que j'attends au niveau au niveau de la forme déjà, est-ce que tu penses que, tu parlais par exemple de témoignage client, c'est quoi pour toi un témoignage client? C'est une vidéo qui est filmée avec un smartphone et qui est authentique mais pas forcément très professionnel dans la forme, ou au contraire c'est quelque chose qui se doit d'être ultra qualitatif à l'image de l'entreprise, ou ça va être est-ce que tu penses que tu as besoin de beaucoup de quantité? Est-ce que tu privilégies la quantité à la qualité? Des choses comme ça. Donc, ouais, très clairement, ouais, c'est ce qu'on en a déjà discuté. Aujourd'hui, tu peux pas faire de la quantité. Chez nous, on va privilégier la qualité. Après, pour répondre à ta question, ça va dépendre aussi du client. À un moment donné, tu me disais, tu as peut-être aussi des contraintes techniques. Et moi, aujourd'hui, on a plus des contraintes techniques. On va s'adapter au client. Donc, tu vas me dire, est-ce que tu utilises plutôt un smartphone ou une grosse cam? Nous, de préférence, on va dire, on préfère être sur place, comme aujourd'hui, avec du bon matériel pour avoir de la qualité. Mais quelquefois, tu peux pas te déplacer, donc tu vas être en vidéo call, tu vas reprendre les meilleures captions, les meilleures accroches du client pour pouvoir les retraduire. Mais effectivement, ce qu'on recherche en top 1, c'est la qualité du matériel, la qualité du son, la qualité de l'image pour vraiment avoir une image premium. Ça, c'est le must à avoir. Mais par contre, effectivement, c'est vrai je sais que moi, par exemple, dans le cadre des podcasts, il y a certains clients que j'aimerais faire venir ici, qui malheureusement sont déjà pas en local, ou
tellement occupé que c'est pas possible. Et donc pour l'instant, j'ai fait abstraction de la possibilité de les interviewer, mais parce que j'ai pas envie d'intégrer ça dans mon flux de production des images issues de webcam. Mais c'est vrai que si c'était possible de tout faire en interne avec une qualité comme celle qu'on a actuellement, je le ferais. Parce que de toute façon, nous on fait pas le même boulot du tout, mais pour le coup, IWD et le Studio G, je pense qu'on a un peu le même niveau de gamme au niveau de l'attente. Et dans cette logique de niveau de gamme, moi je peux pas me permettre de vendre des prestations haut de gamme et de communiquer avec des produits bas de gamme. Et donc, je comprends complètement. Le point, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que ce qu'on cherche surtout, c'est la preuve sociale. Et après, si on peut l'avoir d'une manière premium, on va l'avoir, mais la preuve sociale est très importante. C'est avoir le retour du client, le feedback du client sur ce qu'il a aimé. Nous, en tout cas, c'est très important pour nous. Et si on peut l'avoir au travers d'une belle image, c'est toujours plus vendeur. Bien sûr. Et dans cette lignée-là, la preuve sociale liée à des avis Google, ça fait pas le job pour toi ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Google, c'est aussi de la visibilité. Donc, si ça va fonctionner, après, c'est pas forcément au travers de Google pour nous, mais c'est un tout. Il faut penser que les gens, en fait, aujourd'hui, ils vont s'auto-alimenter des contenus qu'ils vont trouver. Ça, c'est très important à savoir, que ce soit en B2B ou en B2C, hein, quel que soit le format, que ce soit UGC, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont faire des recherches en autonomie sur le web. Ils vont aller voir les avis Google, comme tu dis. Et quelquefois, ça dépend après de la prestation que tu vends et du prix. Parce que si tu es sur un marché premium, forcément, ils vont aller rechercher après du témoignage vidéo. Et là, donc, du coup, la vidéo sera un accélérateur de conversion et pas forcément quelque chose qui va te permettre de vendre plus. Mais ça va accélérer la conversion. Ok. Et du coup, ça rejoint ce que j'allais te poser la question. Comment tu t'assures de la diffusion de ces vidéos-là, de ce que tu produis ? Comment tes motion design ou tes témoignages clients, tu te débrouilles pour que ça atteigne ta cible de prospects ou même de clients existants pour les renforcer dans leur conviction qu'il faut qu'ils travaillent avec toi. Ça, c'est secret. C'est une stratégie. Dommage, parce que c'était quand même une des trucs les plus intéressants. Non, on le disait tout à l'heure. C'est vrai que la production de contenu, elle est super importante. Et la grosse frustration que tu peux avoir généralement chez des producteurs de contenu ou d'autres, c'est avoir passé du temps et pas être visible. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la stratégie de diffusion est très importante, que ça soit sur multicanal. Donc en fait, comment on va s'assurer de ça ? C'est que déjà de base, on va publier sur toutes les plateformes qui sont les plus visitées. On va parler de TikTok, de Pinterest, de Insta, de Meta, de LinkedIn, tout ce que tu veux. TikTok pour du B2B, je trouve que ça a un intérêt. Ouais. Ah ouais ? Carrément, ouais. Là, on n'est pas raccord. Là, on n'est pas raccord, mais en fait, ça dépend de ton produit. C'est comme Pinterest. Pinterest, c'est très intéressant. Quelles que soient les plateformes sont intéressantes parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas jouer sur une stratégie de visibilité et tu es obligé de tester tous les canaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont... on est sur une stratégie de diffusion omnicanal parce qu'en fait, les gens sont présents partout. Donc, en fait, il faut les attraper au bon moment parce que nous, notre métier, ce qu'il faut comprendre, ça va être générer de la demande. Et en fait, aujourd'hui, tu peux pas garantir qu'un canal, ça suffit. Donc, en fait, il faut être partout et il faut savoir aussi sponsoriser ce canal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est nombreux. Comme je te disais, il y a beaucoup de bruit. Donc, il faut savoir diffuser, mais aussi savoir, quelquefois, rajouter, on va dire, de la monnaie sur ta diffusion pour que la fréquence soit quand même de plus importante sur ta cible et que tu sois vu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit. Et ça, je suis entièrement d'accord. Je pense que tu produis pas des vidéos ou des photos haut de gamme sans t'assurer un canal de diffusion derrière. Toi, dans ta logique, ce serait quoi les ratios pour 1 euro d'investissement ? Combien d'investissement sur la production ? Combien d'investissement sur la diffusion ? T'as une réflexion liée à ça ou oui, c'est un peu selon comment ça prend quand tu diffuses et Non, il y a des choix à faire, mais la question elle est pas évidente parce que chaque canal a un prix différent. Tu vois, si on parle de Meta, LinkedIn ou si tu vas aller sur un média US. Par exemple, je vais te donner un cas concret. Aujourd'hui, si je veux externaliser une vidéo de motion design, une interview, à minimum, c'est 5 000 €. D'accord ? C'est 5 000 € à minimum. Si je veux prendre cette vidéo-là et créer des variantes en pub, je peux aller monter jusqu'à 7 000 ou 8 000 € si j'externalise. Même ça peut aller jusqu'à 10 000. Même plus, oui. Ouais, tu me diras les prix. Non, mais ça colle. Mais... On va prendre des exemples simples. C'est que 5 000 la production de base et 10 000 si tu fais des variables. Ouais.
Si tu fais des variantes 15 mini-vidéos du GC, ça peut monter de 15 à 20 000 euros, suivant ce que tu produis sur des agences parisiennes. Et ensuite, ces vidéos-là, généralement, ils te proposent, eux, de dire, OK, sur quel canal il faut les diffuser. Après, pour répondre à ta question, c'est que chaque canal a un prix différent. Sur Meta, peut-être que tu vas mettre 150 euros pour la diffuser. Peut-être que sur LinkedIn, tu vas dépenser 500 euros. Donc, c'est dur de calculer un prorata. On va dire qu'aujourd'hui, si tu utilises les réseaux classiques, si tu sais les maîtriser, ça va te coûter moins cher de les diffuser par toi-même une fois que tu as le bon contenu. Par contre, si tu as un bon contenu, je te conseillerais très largement d'utiliser les médias après. C'est-à-dire que nous, par exemple, aux États-Unis, si on travaille avec un média qui est reconnu, donc je ne parle plus des réseaux sociaux, ça va être un billet encore de 5 à 10 000 à 15 000 à rajouter. Donc, quelquefois, le ratio entre la production et la diffusion va être de 50%, 50%. Ouais. Si tu veux être sûr de cette diffusion de manière optimale. Ok, et ça, c'est un peu presque ce que j'en pensais aussi. Hein. Je pense qu'il y a... tu peux pas t'assurer une diffusion majeure, sauf vraiment dans des contenus qui, par un extraordinaire concours de circonstances, feraient le buzz. Parce que ça tient au concours de circonstances plus qu'au contenu, quoi qu'il en soit, dans la très grosse majorité des cas. Et sans que ce soit un ratio d'1 pour 1, en gros, hein, sur les investissements. Alors, cette question-là, je trouve qu'elle est un peu basique, mais quels sont les défis courants auxquels vous êtes confrontés dans la création et l'acquisition de contenu visuel? Ça, je pense que tu as déjà plus ou moins répondu, en disant notamment le fait que tes clients... On passe à la question. Ouais, on va la passer. Parce que tu en as parlé dans le fait que tes clients... pouvaient pas forcément venir, ainsi de suite, pour les... donc voilà. Quels sont les formats de contenu visuel les plus efficaces pour engager un prospect ou un client? Donc ça, tu as abordé la question des témoignages. Est-ce que tu aurais d'autres choses que le témoignage et le motion design dans le contexte de IWD ou dans des contextes plus larges liés à une position de dire marketing? Toi, est-ce que tu penses que c'est les seuls moyens qui ont encore vraiment beaucoup d'impact, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? C'est-à-dire, est-ce qu'un film promotionnel, est-ce qu'un vrai film publicitaire, est-ce que du placement de produits dans une série, ça peut arriver aussi? Enfin, nous, on fait pas ça, mais ça pourrait. Est-ce que tu penses que ça fait partie des canaux intéressants par rapport sur le ratio coût de production et impact au niveau du public? Je dis, ça dépend de ton métier. Nous, on est en marketing B2B, donc en fait, les actions que tu vas citer, c'est peut-être plus en B2C. Quand on va parler tu me parlais très récemment des contenus UGC. Nous, on va faire par exemple, moi, ce qui est très intéressant pour moi aussi, il y a toujours la discussion, est-ce que je dois produire un contenu long ou un contenu court? Quelquefois, le contexte fait que tu vas être beaucoup sur du court et un peu moins du long. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut faire un prorata, dire, OK, je fais beaucoup de petites séquences, et je vais itérer juste à temps que ça fonctionne bien et avoir du format long. Nous, aujourd'hui, je sais ce qui fonctionnerait bien, ce serait l'UGC. Mais l'UGC, en fait, on ne peut pas demander ça à nos clients. Enfin, c'est très difficile d'avoir des retours, quoi. Mais par contre, si on pouvait le faire, on le ferait. Donc, nous, on va faire des look-alike. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer de ce qui marche pour l'internaliser. C'est-à-dire qu'on va demander à nos commerciaux ou aux personnes qui s'occupent du support client de se filmer, d'utiliser les mêmes formats qui fonctionnent et de se mettre en avant avec des accroches. Et ça marche bien. Et c'est rapide à produire. Il faut avoir une belle image. Et c'est pour ça qu'on a internalisé une personne pour le faire. Et ça, moi, je dirais, faites-le. Parce que du coup, en plus, ça fait jouer les personnes en interne. Tu fais un peu l'acteur studio. Il y a des personnes qui aiment plus ou moins. Moi, j'aime bien. Ça se voit. Non, mais en fait, c'est très intéressant. Donc, moi, je dirais en conseil, c'est que regardez ce qui fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de solopreneurs qui parlent. Tu as beaucoup d'influenceurs qui vont avoir des grosses audiences. Ils vont se filmer, ils vont se créer une audience. Et c'est très long à faire. Et puis, il faut avoir des accroches. C'est très long. Il faut avoir des idées. Il faut être créatif. Il faut connaître la technologie, et toujours se recycler. Et moi, je partirais du principe, regardez ce qui fonctionne et reproduisez-le. Mais gardez aussi sous le coude le fait de produire des fois des formats longs d'interviews dans l'année parce que c'est très qualitatif. Moi, je sais que par exemple, notre Head of Communication, Caroline, pour la citer, adorait faire une keynote avec notre CTO, notre chef de produit. Parce que par rapport à notre métier, c'est très engageant. Et ça a un côté rassurant, mais ça a un côté, tu as une certaine fierté de mettre ton entreprise en avant. Donc en fait, il faut mixer. Ton budget, tu mixes, mais tes contenus, il faut aussi les mixer pour avoir vraiment beaucoup je vais dire pas beaucoup de volume, mais au moins de la qualité à produire, essayer d'automatiser, de standardiser les choses.
Mais par exemple, tu vois, enfin, nous, dans notre contexte, c'est sur des vidéos particulièrement orientées B2B. On a beaucoup d'entreprises, alors c'est plutôt orienté industriel ou logistique ou des choses comme ça, qui vont nous solliciter pour des vidéos, enfin pour des films d'entreprise, avec ou sans voix off, mais là, très souvent sans voix off, et avec une notion de... On peut pas faire venir nos clients sur notre site, parce que pour des questions de sécurité trop complexes par rapport à la gestion de la production, les risques que ça pourrait représenter. Et du coup, nos clients ne savent pas comment ça se passe en interne et ils nous sollicitent pour réaliser des films pour promouvoir ce qui se passe, enfin comment ça fonctionne en interne. Alors peut-être que sur un éditeur de logiciel, c'est un système qui est très très complexe à mettre en forme parce qu'au final vous êtes des gens qui travaillent derrière des écrans, point. Mais dans Ça passe. non mais c'est forcément la vision qu'on en a. Ouais, alors être proche de notre client est très important et du coup on travaille beaucoup sur le terrain. Mais du coup, toi, ce type de production, t'en ferais pas. Mais qu'est-ce que t'en penses? Enfin, qu'est-ce que tu penses de la pertinence de ça dans des contextes de marketing B2B? Non, nous, on se donnerait pas forcément la parole parce qu'en fait, la parole, on va la donner à nos clients à travers de leur cas d'usage. Donc, nous, ce qu'on adore faire, c'est voir les backstage du client. C'est, tu vois, le vie-ma-vie. C'est nous, nos clients, ça va être des managers de marque, des visual merchandisers, des managers de magasins. Donc, on va aller les voir, on va leur demander quel est votre quotidien, comment vous bossez, quelles sont vos problématiques. Et ça c'est une mine d'or pour nous. Donc, en fait, peut-être qu'on va pas faire la promotion d'IWD, mais indirectement, on va la faire au travers de la parole de nos clients. Ça va être nos meilleurs vendeurs. Donc, c'est ça dont on a besoin. Et à travers le produit, du coup, puisque... Produit, on n'en parle quasiment jamais. Ah ouais? Non, parce que en fait, il faut savoir que, tu sais, c'est comme tout, c'est comme quand tu vas à une salle de sport. La personne va regarder qui tu es, quelle était ta problématique, va se reconnaître et va dire OK. Et en fait, si tu arrives, c'est le Saint Graal, là. Si tu arrives au moment où dire, en fait, comment tu fais aujourd'hui pour gérer ça? Et là, en fait, ça va être un automatisme de dire, j'utilise telle plateforme, tel produit. Mais autant un site internet peut faire le boulot de commercial en disant, mon produit résout ça, j'ai les solutions, j'ai les KPI. OK, parce que là, t'es sur la fin, t'es en train de prendre ta décision, quoi. Mais avant, on parle quasiment pas du produit, ou c'est assez rare, ça va être dans des communications clients pour annoncer des nouvelles fonctionnalités. Ou si on le fait, c'est au travers d'un client ou nous, d'une équipe en interne qui va présenter une fonctionnalité pour les gens un peu plus avancés. Mais en tout cas, là, on est plus dans de la fidélisation que de l'acquisition. Donc, c'est deux choses différentes. Toi. Ok. C'est une approche très, très particulière. Hein. C'est marketing. Ouais, non, mais surtout très particulière. C'est pas... ça correspond pas à l'expérience que je peux avoir... majoritairement sur les gens qui sont amenés à nous solliciter. Après, effectivement, il y a ce côté, toi, vous faites ça en interne. Et c'est vrai que des témoignages clients, c'est des choses qui peuvent être demandées, mais c'est pas si courant. Mais ça se tient complètement dans le... Mais le point où on se rapproche, c'est que on parle de branding. C'est-à-dire que toi, tes clients, si c'est une maison de champagne ou peu importe, va beaucoup travailler sur le branding, donc demander de la production. Nous, les clients, vont faire beaucoup de branding, mais nous, on est un éditeur, on est là, on a un service en fait. On a un service, donc on va travailler aussi notre image de marque, mais on va la travailler au travers de nos clients en produisant du beau, en donnant nos références, mais pas forcément. Alors, on va travailler notre marque employeur, mais ça, c'est autre chose. Après, on n'est plus sur le produit. Travailler notre marque employeur, c'est encore un autre métier. Mais le branding, on va le travailler à travers ça. Donc, on n'est pas sur la même industrie. C'est pour ça qu'on n'a pas les... Ouais, mais c'est intéressant. C'est une chose hyper intéressant. Et comment tu mesures l'impact de ta stratégie de contenu? En un mot, génération de business. Ça me plaît comme réponse. Ça se tient. Ça comme réponse. Non, mais c'est la finalité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de statistiques, mais forcément, on a des métriques de suivi. Moi, il y en a deux qui m'intéressent parce que... je vais parler d'un point de vue marketeur et d'un point de vue commercial. Si tu parles à un commercial, il va regarder le business que ça génère. Donc, tu parles avec un commercial ou avec un boss, il va dire « Ok, moi, j'ai besoin d'atteindre tel montant. » Donc, toi, tu vas lui dire en tant que marketeur ou personne de la communication, pour atteindre tel montant, il faut qu'on génère de la demande, il faut qu'on ait tant d'opportunités générer tant de trafic. D'un point de vue marketing, moi, je vais regarder deux statistiques. C'est ma visibilité sur le marché par rapport à mes concurrents. Que je sois face à mes concurrents, donc ça je peux la mesurer au travers de logiciels, mais c'est pas le sujet.
Et après, ça va être la génération business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut traquer, savoir quelle opportunité a été créée par quelle source. Est-ce que c'est une source qui vient du web? Est-ce que c'est une source qui vient du YouTube, des pay social, etc. Donc, nous, on va mesurer vraiment notre efficacité par rapport finalement au business qui a été signé par tel type de source. Et on voit très bien aujourd'hui que si on baisse, par exemple, notre visibilité, donc qui est liée au contenu et au contenu qualitatif, qui est accélérateur, le business peut baisser parce qu'on va être moins visible sur le marché. Moins visible, les gens font moins appel à toi. Ça ne veut pas dire que tu es une autorité, mais tu seras moins visible. Ça, je l'ai remarqué à titre personnel, donc je sais chaque. C'est pour ça que c'est important d'être quand même constamment présent à minima sur les différents canaux de diffusion. Enfin, je sais que moi, je me focalise beaucoup sur LinkedIn, mais ça pourrait être sur n'importe quel réseau. Et si t'es pas vu, bah t'existes pas en fait. Et ça peut être aussi une stratégie de pas être vu, mais je pense qu'il faut être solide pour fonctionner comme ça. Il y a des gens qui peuvent se le permettre sur des structures qui sont, genre Coca-Cola ferait plus de pub, ils vendraient quand même du Coca-Cola. J'ai pas trop de doute là-dessus. Mais c'est vraiment des cas très très rares. Faut faire office de notoriété à échelle majeure pour pouvoir se positionner. Ouais, et si on parle des grandes marques, si on peut les citer, mais quand tu regardes Apple, etc., quelquefois les gens disent Apple n'a pas besoin de faire de pub. Mais en fait, ils ont une image. Mais ils ont une image de sponsoriser. Et j'ai 2 cas comme ça. C'est qu'il faut savoir que Apple sponsorise beaucoup en fait sur les réseaux. Ils ont une belle image de branding. Ensuite, ce qu'il faut regarder la réalité, c'est que tu as des agences qui vont vendre du référencement naturel. Donc du coup, aujourd'hui, il y a tellement de bruit sur les canaux et de contenu que tu es obligé de te différencier ou de connaître tout ce qui fonctionne par cœur. C'est évident. Et du coup, ça a rentré dans le cadre effectivement de ma dernière question, à savoir l'IA, qui est ma dernière question de l'ensemble de mes podcasts, parce que c'est quand même le truc le plus en vogue du moment. Alors, je pense que comme tout le monde, t'as cédé un peu aux sirènes de ça. Comment tu le places dans la création de ta stratégie de contenu? Est-ce que tu y as déjà énormément recours? Est-ce que tu t'en sers simplement pour rédiger des textes? Est-ce que tu t'en sers pour générer intégralement des contenus? Voire est-ce que tu envisages de t'en servir dans l'avenir pour générer des témoignages clients par IA ou pour doubler est-ce que ça, c'est des choses qui commencent à être faisables de faire doubler avec la synchro labiale dans différentes langues ou des choses comme ça? Donc toi, comment tu te positionnes, et est-ce que tu penses que c'est l'avenir, ou qu'au contraire l'authenticité doit quand même primer parce que tu as peur que ça nuise à l'image de l'entreprise d'avoir recours systématique à l'IA? Il y a beaucoup de questions. Ouais, il y a beaucoup de questions, mais je les comprends très bien. Il y a beaucoup de oui dans mes réponses. C'est-à-dire que oui, forcément, j'ai déjà touché à l'IA il y a déjà même 1 ou 2 ans, quand il y avait les premiers mid-journées, les chats, GPT, etc. Qu'est-ce qu'il en est chez WD? Chez WD, on va rester concentré sur la concentration de contenu. Oui, on l'utilise en tant qu'assistant pour quelques rédactions de contenu. Sauf qu'aujourd'hui, l'humain prend plus le pas, parce qu'on cherche de l'authenticité, comme tu disais, qu'on va pas forcément retrouver, mais c'est un très bon assistant, des fois, pour remanier tes phrases, à dire ça. Mais aujourd'hui, il y a quand même l'humain à 70%, parce qu'on n'est pas convaincu, ou on rentre un peu dans du générique qui est pas très intéressant pour nous. Là, on utilise maintenant pour la production vidéo au niveau du son. Par exemple, Joao, notre collègue, va l'utiliser quelquefois pour produire des sons humains via l'IA si on n'a pas une voix humaine. Mais on reste toujours dans le brouillon. C'est-à-dire que sur la production finale, on passera toujours d'une vraie voix auprès d'une personne, parce qu'on retrouve toujours une intonation qui est un peu différente par rapport à notre positionnement. Et ce qui est très rigolo, je vais demander un truc, c'est que si vous regardez sur YouTube la chaîne IWD, on a des productions de contenu avec des personnes en interne. Donc oui, alors, le prochain challenge pour nous, ça va être de produire une vidéo avec un avatar d'une personne existante chez nous pour reproduire la même vidéo et de voir le décalage qui existe. Dans quel but? C'est que, en fait, tu peux effacer des contraintes. Ce qui est très intéressant pour moi, comme on est présent à l'international, c'est de pouvoir produire une vidéo avec une personne, avec son avatar, et de la mettre dans différentes langues. Et ça, je veux vraiment le tester pour voir où ça en est, parce que y a pas à dire, c'est que si tu communiques dans la langue native sur un pays que tu cibles, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on utilisera. Et l'IA, là, est un avantage très important pour nous.
Et il y a un logiciel que mon ami Samir m'a conseillé. Il est chez Media One, c'est Heygen. Heygen, c'est Heygen, qui est vraiment assez impressionnant en fait dans la production parce que aujourd'hui on a du faux vrai, du vrai faux comme tu veux. Et on est à la frontière, ça fait quelques années qu'on en parle, mais on est à la frontière de dire ok, est-ce qu'on est sur du vrai ou du faux? Mais en tout cas, c'est un point majeur, ça va aider, on va dire, à étendre notre visibilité sur des marchés au niveau géographique. Eh ben, c'était le mot de la fin. Merci Guillaume pour ta participation. C'était vaste et riche en contenu. On voit que tu maîtrises son sujet, je suis content. Merci Olivier. Et bonne fin de journée à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci. Podcast, le podcast, le fauteuil noir, le fauteuil noir. Studio.